Pour éviter d'être victime de harcèlement à l'école, un garçon choisit de rester discret chaque jour. Malgré ses efforts, il finit par attirer l'attention du comité des élèves. Ce soir-là, ils le surprennent, ils le ligotent sans prévenir et lui versent une cruche d'eau bouillante dessus, suivie par une cruche d'eau glacée, sans tenir compte de ses supplications. À l'école, personne n'ose intervenir, car le comité des élèves exerce un contrôle absolu, et même les enseignants préfèrent éviter tout conflit avec eux. Avant de partir, un des membres du comité le menace, « Prépare-toi, ce n'est que la première leçon ». Pour éviter d'autres représailles, le garçon barricade sa porte avec son bureau et un tas de livres, tout en tenant fermement un bâton. Il éteint la lumière et fixe intensément la porte, prêt à toute éventualité. Lorsque la poignée commence à tourner frénétiquement, il se tient prêt, déterminé à ne pas céder, quitte à tout risquer. Cependant, il est rapidement pris par surprise, une odeur nauséabonde envahit la pièce. Face à une telle humiliation, sa colère est immense. Rempli d'une rage incontrôlable, il décide de se venger. Il ramasse méthodiquement le contenu de la pièce, prépare une cruche d'eau souillée et se faufile discrètement dans le dortoir de ses agresseurs. Après avoir coupé l'électricité, il profite de la lumière de la lune pour localiser celui qui dort la bouche ouverte. Sans hésiter, il déverse la cruche sur son visage avant de s'enfuir, laissant derrière lui les cris de celui qui l'avait maltraité. Ce qui aurait pu rester un secret partagé uniquement avec ses colocataires prend une tournure inattendue, le garçon décide de se dénoncer volontairement et, pire encore, de provoquer ouvertement ses harceleurs. Humilié à ce point, le chef du comité, habituellement arrogant et sûr de lui, perd complètement son calme. Tel un animal furieux, il frappe violemment le garçon, mais ce dernier ne riposte pas. Son intention n'est pas de se battre, mais de dévoiler la véritable nature hypocrite de son adversaire. Les témoins, bien qu'ils assistent à la scène, restent figés, car de tels actes de violence sont tacitement tolérés par la direction de l'école. Mais cette fois, le chef du comité s'en est pris à la mauvaise personne. Le garçon, nommé Eric, a grandi dans une famille recomposée où son beau-père avait un comportement cruel et autoritaire, proche du sadisme. Une simple maladresse, comme faire tomber une cuillère, lui valait une gifle, suivie d'une punition humiliante. Sa mère, impuissante, détournait les yeux, préférant masquer les bruits de coups en jouant frénétiquement du piano. Une heure plus tard, Eric, tremblant de douleur, devait prétendre que tout allait bien en serrant hypocritement la main de son beau-père. Ce climat familial oppressant a nourri en Eric une violence latente qu'il déversait parfois sur ses camarades. Son comportement finit par attirer l'attention de la direction de son école. Bien que son excellence académique et l'appui de certains enseignants aient poussé le directeur à envisager une simple réprimande, Eric adopte une attitude provocante, jouant distraitement avec sa montre pendant l'entretien. Ce manque de respect finit par excéder le directeur, qui décide de l'exclure définitivement et de prévenir que plus aucune école publique ne l'acceptera. Malgré tout, la mère d'Eric, croyant fermement à la bonté de son fils, décide de sacrifier tout ce qu'elle possède pour lui offrir une nouvelle chance. Elle vend tout ce qu'elle peut pour l'inscrire dans une école privée prestigieuse. Ce qu'elle ignore, cependant, c'est que cette école, sous ses airs élégants, fonctionne comme une prison. Avant son départ, elle lui fait promettre de ne plus jamais se battre. Elle lui confie également une carte de visite donnée par un ami avocat, qui, sans qu'elle le sache, deviendra bientôt le dernier espoir d'Eric. Eric arbore une nouvelle coupe courte et soignée pour entamer sa vie dans son nouvel établissement. Le président du comité des élèves l'accueille chaleureusement, mais insiste lourdement sur le respect des règles de l'école. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que le véritable visage du président ne soit dévoilé. Lors d'un repas, Eric pose une question anodine à un camarade. Mais le président, entendant cela, ordonne immédiatement à l'interlocuteur d'Eric de se lever et de venir à lui. Dans cette école, personne n'a le droit de parler à table, sauf les membres du comité. Eric ayant enfreint cette règle, c'est son voisin qui en subit les conséquences. Le président, muni d'un couvercle métallique, frappe violemment l'élève innocent, une manière de montrer à Eric qui est en charge. Les membres de la direction, bien que proches, ferment les yeux sur la scène. Eric comprend rapidement l'avertissement dans le regard du président. Son colocataire lui conseille de rester discret pour éviter de s'attirer des ennuis. Dans cet établissement, le comité des élèves exerce un pouvoir absolu sur tout ce qui ne concerne pas les cours. Les règles tacites imposent à chacun de vivre en toute humilité et de se faire oublier. Bien qu'agacé, Eric décide de se contenir pour ne pas décevoir sa mère. Malgré sa prudence,
le comité le convoque rapidement. Le président ordonne à Eric de cirer ses chaussures comme acte d'humiliation. Résigné à éviter tout conflit, Eric prend une paire de chaussures et s'apprête à partir. Mais un des subordonnés du président le retient et lui tend une paire de chaussures usées, dégageant une odeur nauséabonde. Face à cette provocation, Eric refuse, ce qui met le subordonné en rage. Dans cette école, l'arrogance ne se limite pas au comité des élèves. Certains enseignants méprisent ouvertement les élèves issus de familles modestes. Le lendemain, en classe, un professeur désigne le colocataire d'Eric pour qu'il vienne au tableau, avant de le ridiculiser en raison de son apparence, le qualifiant de « modèle typique des classes inférieures ». Le colocataire, conscient de la nécessité de rester discret pour survivre ici, ne réagit pas. Mais Eric, outré par cette injustice, intervient pendant la pause pour défendre son camarade. Peu après, le subordonné humilié par Eric revient chercher des ennuis. Des camarades avertissent Eric que les « duels » orchestrés par le comité ne sont jamais équitables, 2 contre 1, sans règle. Les perdants, en plus d'être humiliés publiquement, sont moqués comme des lâches. Refuser un défi équivaut à accepter le titre honteux de « peureux ». Le jour du duel, une foule se rassemble bruyamment autour du terrain, ce qui perturbe Eric. Son colocataire tente de le raisonner, mais Eric décide tout de même d'affronter son adversaire. Cependant, avant de sortir, il fait demi-tour. Non par peur, mais pour se rappeler la promesse faite à sa mère. Il compose son numéro. À l'autre bout du fil, sa mère lui parle avec tendresse, s'inquiète de son bien-être, et lui rappelle fermement d'éviter toute bagarre. Pendant ce temps, à l'extérieur, le président, impatient, déclare Eric perdant et le qualifie publiquement de « rat ». À l'intérieur, le colocataire d'Eric se réjouit, Eric a évité un combat perdu d'avance. Ils décident alors de se détendre ensemble dans un coin tranquille, mais sont interpellés en chemin par une employée de la cantine. Le colocataire met Eric en garde, parler avec le personnel de la cantine est interdit par le comité, et les contrevenants risquent l'expulsion. Eric pensait qu'endurer les humiliations suffirait à lui garantir une tranquillité relative. Mais le président ne compte pas s'arrêter là. Un soir, sous prétexte d'une inspection des dortoirs, il fait évacuer tout le monde comme des prisonniers et commence à fouiller chaque chambre. Les lieux sont laissés sens dessus-dessous. Tout à coup, un coup de sifflet retentit. Tout le monde s'écarte pour laisser le président passer. Cette inspection n'est qu'un prétexte, un complot orchestré à l'avance. Bien qu'aucune preuve compromettante ne soit trouvée chez Eric, le président le fixe avec un regard provocateur. Eric, cependant, reste calme, espérant clore l'incident en gardant son sang-froid. Mais la paix ne dure pas. À la fin du mois, devant tous les élèves, le président désigne Eric comme le plus indiscipliné de l'école. Il le convoque ensuite dans une sorte de tribunal improvisé, où il commence à énumérer ses soi-disant méfaits, désobéissance, non-respect des règles, etc. Accusé d'insulter ses supérieurs, de proférer des obscénités, et d'être lâche comme une souris, Eric reste silencieux face à ces accusations. Tout ce qu'il souhaite, c'est retrouver une vie paisible, loin des conflits. Mais le président du comité refuse de le laisser tranquille et ordonne qu'Eric cire à nouveau des chaussures en guise de punition. Cette fois, Eric atteint sa limite. Décidé à ne plus se laisser faire, il entreprend de résister. Lors d'une journée de travaux imposés, Eric accomplit rapidement sa tâche. Cependant, un subordonné du président, cherchant à l'humilier davantage, lui ordonne de creuser un trou immense, avec des dimensions précises, au millimètre près. Toute erreur de mesure entraînerait un nouveau creusement. Ne voyant pas d'autre solution pour obtenir son diplôme, Eric se plie à cette exigence absurde. Alors qu'il termine sous une pluie battante, le subordonné le fait attendre 2 heures avant de lui demander de reboucher le trou sans même le mesurer, manifestement dans le but de l'humilier davantage. Furieux, Eric serre la pelle dans ses mains. Bien que le subordonné commence à ressentir un frisson de peur, il parie qu'Eric n'osera jamais passer à l'acte. Et il a raison, Eric, maîtrisant sa colère, rebouche le trou. Mais lorsqu'il arrive enfin à la cantine, elle est déjà déserte. Heureusement, une employée compatissante nommée Maria, voyant en Eric un reflet de son propre petit frère, lui apporte un repas. Une amitié naît entre eux, qui se transforme peu à peu en une tendre romance. Malgré les règles strictes interdisant aux élèves de parler avec le personnel, Eric et Maria trouvent des moments pour se retrouver discrètement. Leurs cœurs s'ouvrent l'un à l'autre, et leur lien se renforce. Mais leur idylle est brutalement interrompue un soir,
lorsque le président du comité déverse un seau d'eau souillée sur Eric. La vengeance s'éveille alors en Eric. La nuit suivante, Eric, déterminé, prépare sa revanche. Après avoir coupé le courant dans le dortoir des élèves plus âgés, il verse silencieusement un seau d'immondice sur le lit du président. Le lendemain, au réfectoire, Eric provoque délibérément le président, qui réagit violemment en le rouant de coups. Le principal intervient finalement pour séparer les deux jeunes hommes, mais la tension est à son comble. Peu après, Eric s'inscrit à une compétition de natation organisée par l'école, bien que les rumeurs disent que le vainqueur est déjà choisi d'avance, un élève dont le père riche sponsorise l'événement. Eric, ancien détenteur du record de l'école, participe pour dénoncer cette injustice et prouver que le mérite peut triompher du favoritisme. Le jour du tournoi, Eric excelle et remporte les premières qualifications avec brio. Avant la finale, un groupe d'élèves plus âgés tente de l'intimider dans les vestiaires, exigeant qu'il laisse la victoire au fils du sponsor. Mais le coach, témoin de la scène, intervient et encourage Eric à rester fidèle à lui-même. Lors de la finale, Eric nage avec toute son énergie et brise une fois de plus le record de l'école. Le public, enthousiasmé, l'acclame avec ferveur. Cependant, les responsables de l'établissement et les invités de la noblesse restent froids. Le président du comité, quant à lui, applaudit à contre-séhur, mais son visage trahit sa frustration. Eric sait que cette victoire audacieuse entraînera de nouvelles représailles. De retour chez lui pour les vacances, Eric offre son trophée à sa mère, qui est remplie de fierté en voyant ses succès. Pourtant, son beau-père minimise ses réalisations, se moquant de son comportement à l'école. Malgré les humiliations et la douleur, Eric reste silencieux, réprimant sa colère par amour pour sa mère. À son retour à l'école, Eric remarque que Maria semble soudainement distante. Malgré ses tentatives pour comprendre la situation, elle l'ignore obstinément. Pendant ce temps, le président du comité détourne son attention d'Eric et s'en prend à son colocataire, Pierre. Sous les yeux des autres élèves, Pierre est victime de punitions et d'humiliations sans fin. Le président va jusqu'à ordonner à ses subordonnés de souiller le lit de Pierre, réduisant encore davantage sa dignité. Ils forcèrent Pierre à une humiliation publique, cherchant à détruire son estime de soi en le rabaissant au maximum. À cet instant critique, Eric intervint avec courage. D'un ton ferme, il lança « Vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez, mais je ne laisserai jamais un de mes amis subir cela sans réagir. » Ces paroles, accompagnées d'un regard perçant, firent hésiter les suiveurs du président du conseil étudiant, mais ce dernier ne recula pas. Il répondit froidement « Si tu interviens, non seulement ton avenir ici sera brisé, mais les représailles seront encore plus sévères pour Pierre. » Face à ce dilemme, Eric choisit de chercher une solution plus réfléchie. Cependant, les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Pierre fut contraint de participer à un duel injuste, où il devait affronter deux adversaires simultanément, sans aucune possibilité de recevoir de l'aide. Malgré cette inégalité, Pierre décida de se battre avec tout son courage. Eric, de son côté, tenta de négocier avec le président pour alléger le sort de son ami, mais il fut confronté à des obstacles incessants. Les subordonnés du président multiplièrent les brimades envers Eric. Ils lui ordonnèrent d'effectuer des tâches absurdes, comme planter des poteaux inutiles dans un champ ou attendre des heures dans une salle de classe vide. Quand Eric fut enfin autorisé à rencontrer le président, ce dernier le piégea. Une embuscade l'attendait, et il fut capturé et attaché à ces mêmes poteaux qu'il avait lui-même érigés. Devant lui, ses amis furent contraints, sous menace, de jeter de l'eau glacée sur lui, en plein cœur de l'hiver. Le froid mordant le plongea dans un état de détresse extrême. Alors que tout semblait perdu, Maria apparut comme une lumière dans les ténèbres. Elle le sauva en le ramenant chez elle et s'occupa de lui avec une tendresse et une attention infinie. Grâce à elle, Eric reprit des forces, bien qu'une flamme de colère brûlait désormais en lui. Lorsqu'il retourna à son dortoir à l'aube, il trouva un mot de Pierre, expliquant qu'il avait décidé de quitter l'école. Eric se sentit dévoré par le remords. Aurait-il pu faire davantage pour protéger son ami? Cette pensée le hanta, amplifiée par les reproches d'un professeur lors du cours suivant. Ce professeur, connu pour son intégrité et son soutien aux élèves, critiqua publiquement le manque de solidarité des étudiants et leur passivité face à l'injustice. Ces paroles, dures mais vraies, réveillèrent quelque chose en Eric. Il comprit qu'il ne pouvait plus rester passif face aux abus du président et de ses suiveurs. Malgré les risques de représailles, il décida d'agir. Ignorant les interdictions, il se rendit directement à la cantine où il savait qu'il trouverait ses ennemis.
Les subordonnés du président ricanèrent en le voyant arriver, mais leur mépris se transforma en surprise lorsqu'ils réalisèrent qu'Éric n'était pas le même. Sa détermination et sa force intérieure étaient devenues évidentes, et il était prêt à tout pour défendre ceux qu'il aimait. Un sentiment de peur inexplicable envahit Éric. Il voulut confier tout cela à Maria, mais un collègue lui annonça que Maria avait déjà quitté son poste. Cette nouvelle plongea Éric dans une profonde confusion. Pourquoi Maria serait-elle partie sans rien dire? Quelques jours plus tard, il reçut une lettre de Maria. Cependant, le responsable du courrier dévoila l'existence de cette lettre au président du conseil étudiant. Informé, ce dernier saisit l'occasion pour nuire à Éric. Il envoya immédiatement des subordonnés fouiller dans les affaires personnelles d'Éric, espérant y trouver des preuves compromettantes. Lors de cette inspection, ils mirent la main sur une référence dans la lettre à un « rituel de grossesse ». Très vite, Éric fut convoqué dans le bureau du directeur. Celui-ci, nourrissant encore du ressentiment envers Éric pour sa victoire lors du dernier championnat de natation, ne perdit pas de temps en discours. Il annonça directement la décision de renvoyer Éric de l'école. Face à ce verdict brutal, Éric ne répondit pas avec son arrogance habituelle. Il se contenta de demander le retour de cette lettre qui lui tenait tant à cœur. Le directeur, toutefois, refusa avec froideur et ajouta qu'il ne permettrait jamais à Éric de récupérer ce courrier. Ces mots allumèrent une colère sourde chez Éric, un mélange de frustration et d'impuissance. Plus tard, le président croisa à nouveau le chemin d'Éric. Son visage affichait un sourire narquois, ignorant complètement la gravité de ce qu'il venait de déclencher. Cette fois, Éric n'avait aucune intention de laisser passer cet affront. Après le déjeuner, alors qu'Éric s'entraînait calmement à l'équitation, il se rendit compte qu'il était suivi. En se retournant, il reconnut Éric, une expression glaciale sur le visage, tenant un bâton de bois dans ses mains. Éric lui ordonna froidement d'ôter une bague qu'il portait. Le président, surpris, se montra d'abord hésitant, mais son orgueil le poussa à sous-estimer Éric. Cette erreur lui coûta cher. Éric ne se laissa pas intimider. Malgré tout, au moment crucial, il choisit de ne pas recourir à la violence. Au lieu de cela, il aida le président à se relever, lui montrant que la force véritable réside dans la maîtrise de soi. De retour à son dortoir, Éric se souvint d'un livre sur le droit suédois que son ami Pierre lui avait offert. Une idée germa dans son esprit, il pouvait dénoncer le directeur pour avoir confisqué illégalement sa lettre. Avec l'aide d'un avocat, Éric entama une procédure. Cette initiative eut l'effet escompté, le directeur, craignant que l'affaire nuise à la réputation de l'établissement, finit par rendre la lettre à Éric et annula son renvoi. Les mois suivants, Éric poursuivit ses études sans encombre. Le président et ses sbires l'évitaient soigneusement, ayant appris à redouter sa détermination. Éric acheva son cursus avec succès et se prépara à rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, il arracha de sa veste une insigne qui symbolisait les souvenirs amers de son passage à l'école, la jetant au vent comme pour s'en débarrasser définitivement. Cependant, son retour à la maison ne fut pas de tout repos. Son beau-père, toujours méprisant, ne perdit pas l'occasion de le rabaisser, remettant en question ses réussites et sa valeur. Mais cette fois, Éric n'était plus le même. Ses expériences avaient forgé en lui une force nouvelle, et il décida qu'il était temps de ne plus se laisser écraser par l'oppression, qu'elle vienne de l'école ou de chez lui. Je ne le supporterai pas. Je souffrirai, je pleurerai, je crierai. Ces pensées agitaient Éric alors qu'il se confrontait une nouvelle fois à son beau-père. Mais cette fois, après leur dernier affrontement, Éric referma lentement la porte de sa chambre, résolu. Personne ne saurait les conséquences qui attendent son beau-père, mais quoi qu'il en soit, il méritait pleinement ce qui allait lui arriver. Peu après, Éric reçut une lettre de Pierre. Son ami, qui était parti à l'étranger pour poursuivre ses études, lui écrivait pour exprimer son admiration après avoir appris ses récents faits. Bien qu'ils ne sachent pas quand ils se reverraient, les deux amis savaient que leur amitié, telle une étoile éternelle, continuerait de guider leur vie respective. Ainsi se termine cette histoire, intitulée « Les règles du campus ». Pourtant, ce terme de « règle » n'évoque pas la justice mais plutôt un outil de pouvoir pour certains privilégiés. Un campus devrait être un lieu de lumière et d'espoir. Mais dans ces recoins sombres, il est aussi le théâtre de la peur et de l'oppression. Face à ces injustices, certains choisissent de se taire, se résignant à leur sort. D'autres, comme Éric, choisissent de se dresser et de se battre. Le président du conseil étudiant, qui se présentait comme un modèle d'autorité,
n'était en réalité qu'un être vulnérable, se cachant derrière un masque d'arrogance. Il utilisait son pouvoir pour écraser les autres, ce qui exposait la face sombre de la nature humaine. Cette figure de pouvoir dans l'histoire, loin d'inspirer du respect, suscitait plutôt de la pitié, tout comme ses suiveurs, qui, tels des opportunistes, se couchaient à ses pieds pour recevoir son approbation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ta participation et ton soutien comptent énormément pour moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures.